Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, pour la première de la saison, nous vous parlerons de la 4e édition de l'événement Courir pour Samy. C'est un événement en soutien à la recherche sur le syndrome de Roffman. Et en deuxième partie, nous recevons Nicole Meunier, fondatrice de l'organisme Puits au Mali. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette toute nouvelle saison de Vue d'ici. J'avais vraiment hâte de vous retrouver et j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Le vendredi 19 septembre aura lieu la 4e édition de l'événement Courir pour Samy. Pour nous en parler, nous recevons Aziz El Farah et Caroline Giroir. Mais avant, visionnons ce court message. Bonjour, je m'appelle Samy, j'ai 6 ans. Je suis très content qu'il course pour moi. J'ai hâte d'y aller puis de voir tout le monde et de dire merci. Ça donne de l'espoir à mes parents puis après j'ai hâte de manger du gâteau. Manger du gâteau. Aziz, Caroline, bienvenue à l'émission Vue d'ici. Si vous permettez, Caroline, je vais commencer avec Aziz. Aziz, Samy, c'est votre fils. Oui, exact. Parlez-nous un peu de lui. Quel âge a-t-il? Samy a 6 ans, comme il l'a si bien dit. Et quelle est sa situation? Samy, dans le fond, il est né avec un syndrome ultra rare. C'est le seul qui est atteint de ce syndrome-là au Québec. Puis il y en a environ 60 sur la planète. Et on parle du, j'espère que je l'ai bien prononcé, là, syndrome de Roffman. Oui, c'est ça, Roffman. Et qu'est-ce que c'est, en gros? Qu'est-ce que ça implique? Ouais. En fait, il y a différents aspects. Nous, les atteintes sont pas mal les mêmes pour les enfants, puis il y en a qui sont atteints plus sévèrement que d'autres. En gros, le plus grave de son atteinte, c'est son système immunitaire. OK. Fait que pour ça, en fait, qu'est-ce qui nous a permis de passer à travers les grosses tempêtes, c'est qu'il a été détecté très rapidement son syndrome. Puis ça, OK. c'est en gros grâce à la recherche. Après la naissance? Après la naissance, OK. ça a pris à peu près 3-4 mois après la naissance qu'on a eu le diagnostic confirmé. Puis on a rapidement commencé les transfusions d'immunoglobulines. C'est comme un traitement pour y donner des anticorps pour combattre les virus. Dès cet âge-là? Oui, dès cet âge-là. Comment on... Je ne veux pas dire comment on apprend ça, mais qu'est-ce que ça fait apprendre ça? C'est dévastateur pour les parents. Moi je l'accepte toujours pas, sa maladie. Je vis très mal avec sa maladie. Ça m'affecte au plus haut niveau. De le voir, puis surtout de me sentir impuissant par rapport à sa maladie, puis de pas être capable de rien faire. Puis ce qui m'a donné un petit souffle puis un espoir, en fait, c'est mon entourage, c'est mes collègues, c'est mes amis qui m'ont soutenu, puis la population qui nous a soutenus. Parce que, je dirais, c'est très difficile de devoir piquer son enfant toutes les semaines, puis de le voir malade. Puis lui, quand il tombe malade, c'est complications, c'est urgence, oxygène, puis ça peut être fatal. Un virus comme la COVID, pendant la COVID, là, je me rappelle, on a reçu une lettre de Toronto qui nous disait d'éviter tout contact parce que si notre garçon contractait la COVID, il y avait des risques qu'il décède de tout ça. Et donc, des traitements très jeunes. Là, vous dites à toutes les semaines? À toutes les semaines. Puis malgré ça, c'est pas suffisant. Fait qu'on donne en plus un traitement préventif d'antibiotiques. Fait qu'une dose préventive d'antibiotiques, ça, c'est continuel à l'année. Et les traitements, vous dites une transfusion, c'est une transfusion sanguine, grosso modo? C'est des immunoglobulines, c'est OK. un produit dérivé du plasma. OK. Maintenant, vous êtes policier. Ah, oui, exact. Caroline, c'est votre collègue. Oui. Et quand vous dites les collègues nous ont beaucoup aidés, Caroline en fait partie. Absolument. Avant qu'on parle de l'événement, parlez-moi un peu de la recherche. Parce qu'on parle en soutien à la recherche Oui. du syndrome. Et je pense que vous êtes relativement proche
du médecin traitant ou... Oui, c'est exact. Dans le fond, c'est le médecin, c'est le généticien à Sainte-Justine qui nous a annoncé le diagnostic. Et il s'appelle Dr Philippe Campeau. Puis... Et je pense qu'il va participer à la course. Oui, il va être présent. Puis, en fait, c'est ça. Au début, c'était difficile parce que c'est vu que c'est une maladie rare, il n'y a pas de financement du gouvernement. Fait que, il m'a expliqué qu'il y avait un réseau le RDMM, ou un réseau de scientifiques à travers le Canada, qu'on peut soumettre des projets de recherche. Puis ça a commencé un peu comme ça, qu'on a soumis ce projet de recherche-là. Puis, il y avait eu une recherchiste qui est assistante professeure à l'Université de Dalhousie, à Halifax, qui a accepté de prendre le projet, puis elle étudie tout l'aspect du système immunitaire. Fait qu'elle étudie avec des drosophiles, des genres de mouches à fruits, puis elle a pris la mutation à SAMI qu'elle a transmise, puis elle a assigné à étudier toutes les facettes du système immunitaire. Puis elle, dans ses recherches dernièrement, ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle a découvert que il y a un passage par lequel les cellules T, les cellules qui viennent combattre un peu les virus puis les bactéries, bien, ces cellules-là n'arrivaient pas à maturer, puis à cause d'une problématique dans ce passage-là. OK. C'est ce qui est venu à découvrir. Puis là, c'est une question de protéines. Puis, dans le fond, il y a une complexité derrière ça. Puis, il fallait que, justement, elle pousse la recherche un peu plus de ce côté-là. De son côté, le Dr Campeau, lui, avec l'équipe de recherche de Sainte-Justine, puis son laboratoire, ils ont, de leur côté, pris la mutation SAMI, puis ils ont réussi à accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont réussi à reproduire la mutation là, qui est RNU4 attack, que ça s'appelle comme ça, la mutation de Roifman. Ils ont réussi à la reproduire, mais intacte, de façon intacte. Puis en la produisant de façon intacte, ça ouvre la porte à des traitements avec la thérapie génique. Thérapie génique, c'est exemple, toutes les maladies sont reliées à nos gènes. Puis, dans le fond, ce gène-là qui cause la problématique, ce qu'il faudrait faire avec la thérapie génique, c'est de trouver un moyen de se rendre là, de couper ce gène-là, puis de venir mettre le gène qui est intact, puis un peu stopper la progression de sa maladie. Parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sa maladie est progressive. Autre que le dégénérative? Dégénérative, oui. Donc, ses os en écopent, sa vue en écope. Fait que tranquillement, il est en perte visuelle. Son audition aussi est en perte. Il y a une sourdité déjà pour les sons aigus, puis ça peut évoluer. Fait que il y a beaucoup d'aspects aussi métaboliques qui évoluent dans son système, dans son corps, puis sa prise de poids qui ne cesse d'augmenter parce qu'il y a un hypométabolisme aussi. Fait que ça entraîne beaucoup de conséquences sur sa santé, autant du côté immunitaire que d'autres aspects métaboliques chez lui. Est-ce qu'on peut dire que ce que Dr Campeau a trouvé, c'est une petite avancée? Oui, c'est une petite... Bien, en fait, c'est énorme. Ça donne espoir, mais là, c'est de trouver le chemin. Là, tu sais, là, on parle peut-être que là, ils veulent avec l'aide de Toronto, produire peut-être un modèle de souris. Puis avec cette souris-là, essayer de se rendre par les cellules rétiniennes pour essayer de trouver un passage pour se rendre. Comme une espèce de traitement à l'essai, mais avec des modèles animaux. Puis ils sont là-dedans. Mais ça, si les animaux survivent à ça, bien, c'est ça qui est la recherche, puis c'est là que les coûts entrent en ligne de compte, que là, ça peut augmenter, puis effectivement, s'ils trouvent un traitement, bien là, ça peut être... Mais, tu sais, jamais, il y a quelques années, on me posait la question qu'aujourd'hui, on en serait rendu là. Je suis vraiment très, très fier, puis ça me donne encore plus d'espoir, plus que jamais, là. De trouver un traitement pour mon garçon. Puis c'est cet espoir-là qui est un peu sur lequel on s'accroche. Samy qui semble aimer les gâteaux, comment il vit ça? Il semble bon enfant, souriant, il a hâte de vous voir, il a hâte de dire merci. Comment il vit ça, Samy? Samy, là, c'est de valeur qui n'est pas là avec nous. Là. Il laisse une marque sur tous les gens qu'il croise. Il a un cœur phénoménal. Il est tellement... Tu sais, tous les rendez-vous, puis tout ça, là, il est patient, il se laisse faire, il pleure pas. Les prises de sang, pendant qu'il reçoit, ou les transfusions, il se fait pas geler, il regarde pendant que ça fait, il pleure pas. Il est tellement... c'est un jeune avec un grand cœur. À l'école, là, tout le monde l'aime, tout le monde va le voir. C'est ça, il a un bon cœur. Malgré sa différence, là, il se fait accepter puis aimer par tout le monde. Caroline, vous avez co-organisé cet événement-là, je pense. Tout à fait. Pourquoi on s'implique
Oui, par amitié pour un collègue, parce que je pense que vous êtes policière aussi. Oui, exact. Pourquoi on s'implique? Bien, en fait, c'est à partir d'une idée de Jérôme McNichol. C'est un policier avec qui on travaille. C'est un policier au grand cœur Oui, énorme. qui a été touché par l'histoire d'Aziz, puis qui a eu l'idée d'allier sa passion avec un ramassage de fonds, là, une collecte de fonds. Alors, il s'est donné le défi de courir 65 km OK. en 6 heures pour ramasser des fonds pour Plus Samy. qu'un marathon, ça? Oui, c'est beaucoup Oui. de kilomètres. Puis comme je travaillais avec Aziz dans ce temps-là, bien, j'ai eu envie de participer. Comme nos enfants sont en santé, on sait combien ça vaut la santé de nos enfants. Alors, j'ai voulu participer pour faire quelque chose pour essayer d'améliorer la vie de Samy. Fait que j'ai embarqué avec Jérôme, puis Anne-Claude Vaillancourt aussi, une grande coureuse de trail qui a embarqué avec nous. Fait qu'ensemble, on a organisé la course, qui a été un grand succès. Hein? Là, ça va être la 4e édition. Oui. C'est vendredi. Oui. Ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe? On fait des. J'espère que ce n'est pas tout le monde qui doit faire 65 km. Absolument Comment ça se pas. passe, là? Tout le monde est les bienvenus. OK. Le coup d'envoi est donné à 6 h le matin au 2911 Chemédé. C'est le quartier général de la police de Laval. OK. On part de là et ensuite, on prend le boulevard Saint-Elzéar jusqu'au CEL Germain-Larivière. OK. On tout de même. tourne sur la rue et on remonte Daniel Johnson. Ça donne une boucle de 1,6 km. OK. Donc, Puis, les gens peuvent embarquer à la marche, à la course. À chaque tour, on ramasse les gens qui viennent avec nous, on les attend, on fait le tour. Puis tout ça, c'est assuré par la sécurité est assurée par la police de Laval. Et il va y avoir le poste de commandement de la police que vous allez pouvoir visiter. Il va y avoir la mascotte. Il va y avoir de la nourriture qui va être offerte, des collations, des boissons. Alors, tout le monde peut venir faire un tour entre 6 h et midi. On va être là, il va y avoir de la musique, on vous attend. Vous pouvez vous stationner au Germain-Larivière, puis embarquer avec nous. Là, on est juste devant, puis on fait le tour. OK. Et les gens, donc, peuvent embarquer quand ils veulent et faire le nombre de tours qu'ils veulent. Exactement, à la vitesse qu'ils le veulent. Et à la vitesse qu'ils le veulent. Prendre Donc, des pauses marcher, et, prendre des pauses, écouter de la musique ou manger du gâteau. Ça va me rester dans la tête, ça, que Samy veut du gâteau. Dites-moi, j'en perds mes mots, là. Je suis assez ému, je dois vous avouer. Si on ne peut pas aller courir, Oui, est-ce qu'on peut vous aider tout de même? effectivement. Si oui, comment? Vous pouvez faire des dons directement sur le site de la Fondation de Sainte-Justine. Il y a une page juste pour Espoir. Espoir pour Samy, ça s'appelle la Espoir page. pour Samy, Oui. c'est sur le site De la l'hôpital Fondation. Sainte-Justine- de la Fondation de l'hôpital Sainte-Justine. Exactement. Ces fonds-là, on sait, puis on est assuré qu'ils servent pour la recherche, pour le syndrome de Roifman, tous les enfants atteints, dont mon garçon. Parce que, vous l'avez dit tantôt, c'est le seul cas au Québec. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres au Canada? Oui, il y en a une dizaine à peu près au Canada. OK. Et est-ce que ça sert pour la... Et évidemment, la recherche Oui. sert aussi pour un peu tout le monde. Oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Savez-vous ce qui se passe ailleurs en recherche? En fait, il y a eu un peu avec Toronto, nous, parce qu'on se rend à Toronto aussi, on a des suivis là-bas. OK. Il y a eu de la recherche du côté des yeux, mais c'est plus des publications, des recensements, mais pas de la recherche pour un traitement comme on fait en ce moment. Parce qu'il y a une spécialité ici même. Non, en fait, non. C'est vraiment notre généticien qui a déjà, il travaille dans des laboratoires de recherche, qui a parti la recherche avec ses connaissances puis ses apprentissages. Il est enseignant aussi à l'Université de Montréal. donc. OK. Est-ce qu'il y a un objectif pour la 4e édition ou c'est à la générosité des gens? Bien, depuis que Espoir pour Samy existe, on est rendu à 87 000 d'amassés. 88, ouais. 88 Oh, aujourd'hui. Tout de même. Ouais. Tout de même. Quand on a commencé notre collecte cette année, là, en mai, quand on a commencé à promouvoir, on a déjà 4 000 d'amassés. Tout de même. Ça fait plaisir. Ah oui, absolument. Mais les gens parents. sont généreux, c'est fou. Oui, vraiment. Ah oui. Oui. Parce que vous êtes ici pour en parler, mais il y a une maman à la maison avec Samy. Ouais. Ça doit aussi lui donner un peu d'espoir. Énormément. À chaque fois qu'on a des nouvelles ou que les gens font quelque chose, on devient extrêmement ému, puis émotif, puis reconnaissant.
Puis le mot reconnaissant, il n'est même pas assez fort. Là. Tu sais, quand quelqu'un vient en aide à nous, on l'apprécie, mais quand c'est notre enfant, ça a une force fois 1 million. Là. Moi, ça n'a pas de... Je ne suis même pas capable de le décrire. Là. Comment... Faire plaisir à un collègue, ça fait plaisir, Caroline? Ben oui, on est là pour ça, on est comme une famille. Hein. Mais je vous dirais, Aziz, je vous dirais aussi à votre épouse et à Samy, prenez-le. Prenez l'amour qu'on vous donne. On va inviter les gens. 19 septembre, c'est vendredi, dès 6 heures. Tous les détails vont être sur notre site et tous les détails sont sur le site de la Fondation de l'Hôpital Sainte-Justine, Espoir pour Samy. Soyez généreux. L'aide est mise à mal ces temps-ci, alors je veux vous souhaiter la meilleure des chances. Saluez Samy pour moi, je suis très ému, vous le voyez certainement. Je suis sûr que ça va bien aller. Caroline, merci de votre implication. Merci aux 2 autres co-organisateurs. Puis je vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec toute cette émotion, on se retrouve dans quelques minutes. De retour avec vous. Depuis quelque temps, depuis quelques mois, on peut dire que l'aide humanitaire est vraiment mise à mal, autant à l'international qu'à l'interne. Malheureusement, les besoins sont toujours présents et même grandissants. Avec l'organisme Puits au Mali, Nicole Meunier s'affaire depuis 16 ans à venir en aide à des communautés africaines, notamment par le forage de puits pour donner accès à l'eau potable. Pour nous, c'est une évidence. Malgré les difficultés, Nicole fait ça sans subvention publique. Évidemment, on a besoin de vous et je suis très heureux de l'accueillir. Nicole, comment allez-vous? Ça va bien, merci beaucoup. 16 ans, ça va vite, hein? Oui, effectivement. On n'est pas découragé? Non, c'est une passion. C'est une passion, hein? Avant, là, on dit Puits au Mali, là, mais c'est un peu plus grand que ça. Expliquez-nous les exploits de Puits au Mali depuis 16 ans. Bon, là, on disait 148, mais tantôt, j'ai regardé à la maison. Oui. Bon, on est rendu à 152 forages de fait en 16 ans. On a... Et ce n'est pas qu'au Mali, là. Non, on en a fait au Bénin, 2 forages au Bénin. On en a fait en Guinée à l'automne dernier. Puis on a fait un hôpital au Cameroun. Et là, on s'en retourne cet automne, là, en janvier, les inaugurations. Au Cameroun aussi, ça va être 8 forages de plus encore. OK. On va voir. 150 forages, Ouais. tous... Est-ce qu'on peut dire tous à succès? Oui. Est-ce que c'est... On a eu 2 forages qu'on n'a pas eu d'eau, mais ça, c'était dans les débuts. Là, depuis ce temps-là, Yacouba a appris à respecter la nature. Et quand on fait les forages, la terre vibre beaucoup parce que c'est des grosses foreuses. Là, et la roche craque. Et quand on n'a pas d'eau, alors qu'on a atteint, disons, notre 100 mètres qui était prévu, autour de 100 mètres, bien, on laisse reposer le forage, on laisse reposer le puits pendant des fois 5 heures, puis des fois une nuit. Et quand on arrive le lendemain matin, il y a des failles qui se sont faites partout dans la roche et le puits donne de l'eau. Alors, on n'a plus jamais vécu la situation qu'on avait vécue dans nos débuts. Là. Il y a de l'expérience qui rentre aussi, je présume. Oui, c'est ça. Et 150 puits, toujours actifs? Il y a toujours de l'eau, là? Oui, il y a toujours de l'eau parce qu'on est dans brousse profonde. Pas d'électricité, pas d'eau. Et c'est des villages en moyenne qui peuvent avoir 800, des fois jusqu'à 3000 qu'on a eu quand même de villageois. Mais ils sont très éloignés de Bamako, qui est la capitale, ou de quelques autres grosses villes. On est dans brousse profonde. Il y a pas personne qui vient salir la nappe phréatique, de toute façon, en forant à plus de 100 mètres. Fait que l'eau, il y en a beaucoup, mais les villageois, c'est pauvre, là. Il
n'y a pratiquement même pas d'école dans la brousse, là, des petites écoles en terre battue. Les enseignants ont habituellement même pas de livres pour enseigner. Fait que c'est un autre monde, là. On est loin d'être dans la richesse et l'abondance comme on a ici. Évidemment. Oui, c'est ça. Ça prend une logistique incroyable, je présume. Oui. Vous travaillez avec des gens là-bas, là. Oui. En fait, vous vous rendez aussi très souvent là-bas, Oui. mais ça prend des gens. Oui. On là-bas. a eu un homme de confiance, là, tu sais. Je pense que l'univers, là, nous a mis sur notre route cette bonne personne-là dès le début, là. Donc, Yacouba Marico, qui est Oui. venu ici. TVRM avait fait une entrevue avec lui en 2014, qui était venu. Et on est toujours avec Yacouba. Lui, il va chercher des compagnies de forage qui possèdent les foreuses et il fait faire un estimé, un coût de la mission qu'on s'en va faire. Et ensuite, là, nous, on décide dans quelle région on veut aller faire les forages. Puis lui, ensuite, il va faire la prospection. Donc, il va dans les villages, il rencontre le chef de village, puis le maire de la région habituellement, avant les chefs. Puis là, il fait la prospection et il peut visiter 14-15 villages. Puis là, les villages les plus nombreux, c'est eux que nous, on retient. OK. Il ne faut pas qu'il y ait de forage fait. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau potable dans le village, sinon on ne va pas redonner un autre forage dans un village qui a déjà de l'eau. On donne la chance à un autre À village. d'autres, c'est ça. Mais il est arrivé qu'on est allé dans des villages assez nombreux, qui avaient au moins 1500 personnes. Et puis là, on en met 2. Parce qu'un forage pour 1500 personnes, c'est... Puis les villages, C'est pas parfois, assez. sont gros, là. C'est OK. étendu, tu sais. Fait que les femmes avec les chaudières d'eau sur la tête là, pour aller chercher l'eau 3 fois par jour minimum, hein, il y a 3 repas. Il y a l'hygiène, laver les vêtements. Ouais. Fait que tout Comme ça, ils peuvent, c'est un là. travail. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment une grande logistique, mais là, on est habitué avec Yacouba. Là, c'est notre interprète, notre homme de confiance. Là, donc, c'est lui qui s'occupe de cette partie-là là-bas. Et puis, bien, quand la foreuse arrive, c'est toujours la grande joie. Les femmes crient, ça danse. Puis quand l'eau sort, bien là, c'est... C'est la fête, là. C'est la fête, c'est On en un avait trésor. déjà parlé, Oui. là. Il paraît que c'est une fête Oui. incroyable Oui, où tout le monde se rassemble. Oui, parce que nous, on est stressés jusqu'à temps que l'eau sorte du puits parce qu'on a déjà vécu. C'était épouvantable à vivre pour nous. Quand il n'y a rien. Quand il n'y a rien. Puis là, tu es obligé de laisser le village dans sa misère, c'est le cas de le dire. Ça, c'est les forages. Oui. Là, vous avez parlé d'un centre médical, d'un Oui. dispensaire. Oui, on a fait un dispensaire à Nianfala, qui est dans la région de Sanan Koroba, là, pour les gens qui connaîtraient un peu le Mali. Dans le 450 de Bamako, on va dire. Et puis, on a fait aussi une grosse hôpital, vraiment, au Cameroun, en 2021. Et elle est en fonction. Puis là, on s'apprête justement à acheter un appareil d'échographie pour les femmes parce que quand on voit ça, là, tu sais, moi, en tant que femme, que grand-maman, que maman, là, les conditions dans lesquelles les femmes doivent accoucher. Puis là, les médecins me disaient en janvier dernier, tu sais, il y a des femmes qui ont des complications, puis là, on doit les envoyer. Ils font plus de 9 km, mais il y a eu 3 crevaisons sur l'auto que moi j'ai pris, là, le 9 km plus loin, quand je suis arrivée avec la grosse autobus. Bien, les femmes doivent faire ce trajet-là en charrette ou dans un auto. Enceinte, là, s'il y a eu 3 crevaisons, imaginez une femme enceinte, là. Donc, on a décidé, puis au Mali, qu'on allait les équiper. Gros hôpital, mais ça veut dire quoi? Ben, il y a la chirurgie, il y a les vaccins. OK. Ben, vous avez les photos, je sais pas si... Ben, depuis tantôt, il passe, là, OK. mais moi, je vous regarde depuis tantôt. là, Ouais. tellement intéressant, mais il y a des photos qui passent depuis, OK, depuis qu'on se on l'a parle. sûrement vu où elle va arriver, là. En tout cas, c'est dans le village de Makwen-Maka, mais c'est un gros bâtiment. Puis on a mis aussi un château d'eau, OK. parce que ça arrive souvent que les petits dispensaires n'ont même pas accès à de l'eau potable, alors que là, il faut qu'ils nettoient les plaies, puis tout ça. À ce village-là, on a mis un château d'eau, on a fait un forage. On a monté une structure en métal et il y a un gros baril là, d'eau, là, et pour donner les soins pour avoir de l'eau propre. Et là, c'est
Là, le nouveau projet, là, Oui. là, c'est là qu'on a besoin des gens. Oui, 8 forages au Cameroun. oui, ça devrait être 8. Peut-être 9, parce que si on rencontre un village qui était nombreux, on va peut-être faire 9 forages, là, mais on a... c'est prévu pour à peu près 8 forages. Alors, comme j'ai dit tantôt, 0 subvention publique. Non. Vous avez besoin des dons des gens. Comment on peut vous aider, Nicole? Comment les gens à la télé ou comment on peut vous aider? Bien, on a un lien sur le site, là, qui va être sûrement mis en ligne. Quoi, c'est puisaumali.org. Oui. Il y a aussi un courriel que j'ai bien Oui. appris, puisaumali@commercial Gmail.com. gmail.com. Ça va être, ne vous en faites pas là, ça va être sur le site de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vous écrit? Vous pouvez nous écrire. Puis nous, ce qu'on préfère vraiment, parce qu'on a de très, très petits frais d'administration annuels, et on préfère même que les gens font plus beaucoup de chèques aujourd'hui, mais nous, on n'a pas de frais si on a un chèque qu'on reçoit, alors que si les gens font un don en ligne, c'est très correct aussi. Un don spontané, il faut aller vers ça. Mais sinon, s'ils envoient un chèque, on recycle même les timbres. Nous, il y a des gens qui ramassent encore des timbres non oblitérés. Aujourd'hui, bon, là, Post Canada ne sera peut-être pas content, mais bon, c'est pour une bonne cause. On remet de la colle en dessous, puis on utilise ces timbres-là. On est très, très... on ramasse tout. Il n'y a pas de petits dons. De l'argent Canadian Tire, on ramasse ça. Des sous noirs, on en a ramassé. Tout, on fait des miracles. Tout ce qui peut être utile, oui. vous en avez besoin. Ouais. Et c'est 8 forages. Vous allez avoir besoin de combien maintenant Bien, pour 8 c'est forages? 15-16 000 selon la valeur de l'argent quand on fait les transferts par forage. OK. Ça coûte aussi cher là-bas qu'ici, OK. faire un forage. Est-ce qu'il y a une raison particulière ou ça coûte ce que ça coûte? C'est comme ça là-bas. C'est ça. Que ce soit même au Cameroun, quand on a fait le forage pour le centre de santé, qu'on ait fait ça au Bénin ou en Guinée. En Guinée, même, c'était plus cher que ça. Ça a coûté au moins 17 000 par forage. Bien, c'est la réalité comme ça. C'est ça. Nicole, là, je sais pas, je sais qu'actuellement, c'est un peu difficile de faire de l'aide humanitaire. Je vais inviter les gens, là, ça vaut la peine. La joie. La joie. La joie. La joie. C'est pas la peine, c'est la joie. Ça vaut la joie. Je vous ai donné les adresses. Pensez-y. Pour nous, là, l'eau potable, c'est acquis. Ouais. Ce n'est pas pour tout le monde. Nicole, Non. merci beaucoup. On se revoit bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Je remercie tout le monde et je vous dis à la semaine prochaine.